bienvenue dans le Women Resist Talk pour notre troisième visioconférence sur justement prévenir les violences intrafamiliales. C'est notre troisième thématique. Et aujourd'hui, nous accueillons Hélène Migerel. Bonjour Hélène, comment allez-vous? Bonjour Véronique, ça va? Je vous remercie à vous. Je précise, ça va bien, merci. Je précise que vous êtes docteur en sciences humaines et psychanalyste. Vous travaillez en Guadeloupe. C'est vrai que votre expérience est extrêmement intéressante. Donc, on rappelle que cette visioconférence est organisée dans le cadre du Women Resist, qui est un événement digital qui se déroule jusqu'à demain, le 10 mai. Donc, c'est une manifestation contre les violences faites aux femmes et pour l'égalité femmes-hommes. Donc, prévenir les violences intrafamiliales, et même dans ce contexte de confinement, le sujet s'impose, car on le sait, la situation est catastrophique. On a eu l'occasion d'évoquer des chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, plus de 48% d'intervention de la police à domicile, pour effectivement des alertes, et de nombreuses plaintes, pratiquement plus de 20%. Donc, effectivement, la violence dans les foyers explose. Ça va être l'occasion pour nous d'essayer de décrypter et surtout de donner peut-être des clés pour faire en sorte que ça ne bascule pas. Première question, Hélène, j'aimerais que vous me disiez en quoi est-ce que les violences conjugales dans les Outre-mer, plus précisément aux Antilles, puisque vous avez vraiment cette expérience de terrain, diffèrent de ce qui peut se passer au national. Est-ce qu'il y a vraiment des spécificités que vous constatez sur le terrain aux Antilles et dans ces régions d'Outre-mer? Les violences demeurent toujours des violences, quelle que soit la latitude sur laquelle elles s'expriment. Mais c'est vrai qu'en Outre-mer, il y a quelque chose de l'ordre de l'histoire. Nous ne pouvons pas congédier l'histoire parce que nous sommes une société qui est née de la rencontre de deux dominations, c'est-à-dire que nous sommes issus d'un rapport imposé par l'esclavage et par la colonisation. Et ça laisse forcément des traces. On a beau prendre du recul, je veux dire que l'avancée, l'évolution, le modernisme a quand même construit quelque chose de l'ordre du regard sur sa culture et du regard sur soi qui tout doucement se met en place et peut-être permettra de mieux appréhender ce phénomène, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté de l'homme. Alors Hélène, ce qui signifierait en tout cas que concernant les violences conjugales, les violences tout court, dans ces régions, l'esclavage, la colonisation auraient laissé des séquelles post-traumatiques qui pourraient expliquer que les violences sont accrues dans ces régions-là? Absolument. Absolument, parce qu'il n'y a pas suffisamment de rambardes de sécurité de la part de l'entourage, puisque ces notions de domination continuelle font qu'il y a une espèce de tolérance à la violence. Souvent on dit tolérance zéro à la violence, mais ce n'est pas du tout encore quelque chose d'acquis. Alors, le constat d'une augmentation des violences familiales, dont les violences conjugales durant le confinement, repose sur deux postulats, parce qu'il y a aussi ce confinement qui a augmenté les violences intrafamiliales et nous devons en tenir compte et comprendre le phénomène. Alors, deux postulats. Le premier, le refus des personnes confrontées pour la première fois à l'agression du conjoint dont le comportement inhabituel généré par le stress de l'enfermement décuple des réactions maîtrisées en temps normal. L'irritabilité a besoin d'une voie de dégagement. Ce second postulat, c'est le signalement de l'entourage qui, ordinairement, se souciait peu d'interréagir spontanément. L'état généralisé d'une sensibilité à fleur de peau, des enfermés libres. Je définis les gens qui étaient confinés comme des enfermés libres, autorise de signaler aux forces de l'ordre une situation explosive dont la finalité pourrait être dramatique et déboucher sur un féminicide. Très bien, Hélène. Je vais juste redemander à nos participants, et on salue leur arrivée, puisqu'on est très nombreux aujourd'hui, de supprimer l'audio et la vidéo, comme ça on sera très très à l'aise sur la bande passante et on aura une meilleure qualité d'image. Donc merci de votre compréhension, si vous pouvez effectivement supprimer votre audio et votre vidéo. Donc Hélène… Je continue cette introduction. Un petit peu ce contexte très particulier.
voilà, ces victimes, celles qui n'avaient jamais fait de démarche, en fait, pour sortir de cette violence pendant le confinement, ces victimes qui n'avaient jamais entrepris une démarche libératrice, hein, n'auraient pas non plus, lors de cette situation particulière, élaboré un plan de départ de ce lieu de souffrance sans aide extérieure. Exactement. Alors, Hélène, on est dans ce contexte, effectivement, de violence. Et très souvent, quand il y a des violences intrafamiliales, la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que la femme ne part pas? Voilà. Alors, pourquoi ne part-elle pas? La dépendance économique, souvent mise au premier plan, si elle est un facteur aggravant, ne saurait éluder d'autres critères qui fournissent une explication aux agressions perpétuées au sein des catégories socio-professionnelles satisfaisantes. Et j'insiste sur le fait des catégories socio-professionnelles suffisantes. Dans les milieux privilégiés, bien sûr, l'agression est dissimulée. La parole est verrouillée et ce n'est que le service des urgences médicales qui soupçonne et détecte les violences domestiques. Jusqu'à très récemment, ce service ne pouvait violer le secret médical et faire un signalement. Pourquoi ne part-elle pas? L'ancrage de la parole maternelle, après confidence, ton grand-père et ton père agissaient de la même manière, prends ton mal en patience. Cette parole a installé dans les méandres de la psyché une impuissance apprise. La révolte sera à minima. Fatalité? Destin? Non. Transmission d'un héritage transgénérationnel. On ne peut congédier l'histoire, comme je dis tout à l'heure. Ce n'est pas possible de sortir directement de cette histoire. Alors, ces femmes sous emprise, parce qu'on parle d'emprise aujourd'hui, on connaît mieux le phénomène de l'emprise et on verra tout au long de la discussion comment s'installe ce phénomène d'emprise. Ces femmes sous emprise sont sujettes à des manipulations où la parole paradoxale les désoriente, les faisant douter d'elles-mêmes quand la culpabilité ne les envahit pas tout entière. Elles se croient responsables des faits. Elles se sentent piégées et développent la peur d'être tuées. Troisième raison pour laquelle elles ne partent pas, l'isolement familial organisé de manière délibérée par l'homme tient à distance la parentale, surtout si les liens n'étaient pas très étroits. La honte dont parlait pour les femmes en apparence forte, les battantes, surtout si le conjoint ne plaisait pas aux parents. Et puis la belle-mère, sur qui on ne peut pas compter. La belle-mère ayant été elle-même battue et elle ne désavouera jamais son fils. Nous connaissons le schéma de la relation mère-fils dans nos régions. Cet isolement social et affectif englue la femme dans une incapacité à dénoncer, minimisant ses problèmes et évoquant des cas plus graves que le sien. Pendant que la dépendance affective, et j'insiste sur cette dépendance affective, pendant que la dépendance affective récuse la transformation du prince charmant en bourreau, image à laquelle elle n'arrive pas à se déprendre, ou alors la fascination pour le bad boy qu'on voit de plus en plus, ou encore l'existence d'une maîtresse qui sème la zizanie par le truchement d'actes sorcellaires, tant de prétextes qui justifient l'acceptation du phénomène. Associé à cela, des mécanismes de culpabilisation. Je ne veux pas faire de peine en portant plainte. Je suis incapable, moi, de faire souffrir. Je pardonne. En dernier ressort, bien sûr, elles avancent les traumas d'enfance du conjoint, l'alcool, la jalousie, se persuadant qu'elles pourraient lui venir en aide. Et puis, comment priver les enfants de leur père? Ils sont encore petits, disent-elles. Je m'en irai quand ils seront plus grands. Souvent, la victime elle-même a vécu comme une norme au sein de sa famille cette violence et se préoccupe peu de protéger les enfants qui subissent des dommages psychologiques souvent de grande ampleur.
D'autres allégations gisent dans le dépit contenu, la lenteur des services sociaux, la dissuasion de porter plainte dans les gendarmeries et les commissariats. Cette dissuasion est parfois réelle. Elle a fait l'objet de réflexions lors des Grenelles contre les violences conjugales au mois de novembre dernier à Paris. Puis le délai d'attente de la réception du téléphone portable et de l'outillage de mise à distance, les problèmes de coordination entre les structures, et puis l'impression d'être traitées de façon froide et administrative, elles qui ont tant besoin de réconfort et d'écoute. Alors Hélène, il y a en plus un autre facteur à rajouter concernant l'isolement, c'est l'insularité. Comme on dit, on peut éventuellement prendre de la distance quand on est dans l'hexagone. Quand on est sur une île, l'insularité est un facteur aggravant. On ne peut pas se cacher, on ne peut pas prendre de la distance par rapport à son bourreau. Donc ça encore, ça vient effectivement aggraver la situation. Oui, alors Hélène, ça pourrait sembler, ce que vous venez d'expliquer, pourquoi les femmes ne partent pas quand il y a des violences conjugales, ça pourrait sembler, à travers ce que vous avez expliqué, quelque chose de très caricatural. Et pourtant, tout ce que vous nous avez décrit là est basé non seulement sur l'action de terrain que vous faites, mais ce sont des généralités. En fait, c'est une constante. Tous ces traits de caractère, toutes ces composantes, toutes ces pressions que vous avez décrites, c'est très souvent la réalité. Même si chaque femme a le sentiment de vivre quelque chose de particulier. Selon sa personnalité. C'est ça. Et selon aussi son environnement familier. Et vous avez soulevé quelque chose de très important, Hélène. C'est vrai qu'il y a parfois encore plus de honte pour une femme qui est issue d'un milieu socio-professionnel aisé de dire qu'elle est victime de violences intrafamiliales vis-à-vis de son entourage. Il y a cette honte, cette pression sociale qui fait qu'elles ont peut-être parfois encore plus de mal à parler. Et en plus, il y a un facteur qui est déterminant à mon avis, c'est le fait pour l'environnement de ne pas pouvoir aborder le problème. Parce qu'elle n'en parle pas, personne ne pose la question de ce foulard autour du cou en permanence à 40 degrés à l'ombre. Si on osait tout simplement, et je dis, mêlez-vous de ce qui ne vous regarde pas quelquefois. Le fait d'aborder le sujet en demandant à une femme tout simplement au travail, une collègue, qu'est-ce qui ne va pas? Et là, la parole pourrait être déliée. Mais l'omerta, aussi ne pas vouloir déranger, ne pas savoir comment éponger peut-être ce flot de paroles qui va arriver et qu'on ne saurait contenir, oui, bien sûr, ça aussi c'est un réel problème. Et ce problème, on doit le travailler, et depuis l'enfance et l'adolescence, et nous verrons comment faire pour que les enfants ne grandissent pas avec des choses qui existent et puissent effectivement se séparer de tout ça à l'âge adulte. Alors, on salue l'arrivée d'Isabelle qui nous rejoint. Bonjour Isabelle Di Napoli, ça fait plaisir de vous accueillir. On va juste vous demander, si vous le voulez bien, de couper votre vidéo. Non pas qu'on n'ait pas envie de vous voir, ça nous fait plaisir, mais ça permet de bénéficier d'une bande passante un petit peu plus importante. Mais par contre, vous pouvez nous envoyer vos questions par chat. Voilà, elles seront les bienvenues. Donc, voilà, merci beaucoup de votre participation, de votre collaboration. J'en profite, Hélène, avant de poursuivre sur la façon de savoir comment prévenir ces violences familiales, pour vous poser une question très pratique. Est-ce que le 3919 fonctionne aux Antilles? Oui, je dis oui. 24 heures sur 24. Ça fonctionne aux Antilles. On a allongé le temps de réception du 3919. Oui, ça fonctionne. C'est plutôt une bonne nouvelle. Bon, il s'avère que dans certains départements intérimaires, malheureusement, apparemment, ça ne fonctionne pas. Je crois que c'est notamment à Wallis et Futuna que ça ne fonctionne pas. Mais c'est une très bonne nouvelle, c'est une information importante. Donc, on rappelle, de toute façon, ce sont des informations qu'on peut diffuser autour de nous. Le 3919, en cas de violence conjugale, est un numéro qu'on peut composer. Et le 114, donc SMS, puisqu'on ne peut pas toujours parler, on peut envoyer un message au 114. C'est bon à savoir. Alors, Hélène, c'est vrai que c'est le sujet qui nous amène aujourd'hui et qui est extrêmement important parce que l'idée, c'est quand même de donner des clés aux femmes concernées. Et comme je dis, nous sommes tous là pour transmettre des informations. On n'est pas forcément concernés, mais on est tous de près ou de loin effectivement concernés par le sujet. Donc,
comment prévenir les violences intrafamiliales? Alors, le surgissement de la violence s'inscrit dans le corps de l'agresseur. Et ça, on ne le sait pas toujours. Ça s'inscrit dans le corps de l'agresseur. Avant le passage à l'acte, les humiliations verbales et la dévalorisation, les menaces crispent les lèvres et les poings. Le regard est tréci par l'abaissement des paupières et furieux. Et le menton est relevé en forme de défi. Un apprentissage est nécessaire au décryptage de ces signes révélateurs d'une excitation interne. La partenaire, à ce moment-là, peut tenter de faire baisser la tension par des mots, par un essai de négociation, la reformulation d'une idée, par exemple. La parole doit être mise en lieu et en place aux actes. Excusez-moi, Hélène, pardon de Oui. vous interrompre, mais déjà à ce stade-là, vous dites des choses extrêmement importantes. Oui. Cela veut dire qu'il faut être capable de regarder son agresseur dans les yeux. Oui. Cela veut dire qu'il faut être capable de lui tenir tête, ne pas Oui. détourner le regard, le regarder, parce que pour décrypter les signes, il faut pour cela être en mesure de regarder son agresseur dans les yeux pour voir un petit peu Voilà. quels sont les traits de son visage. Nous sommes déjà, si vous voulez, Véronique, dans la primo-agression. On n'est pas dans cette agression réitérée, acceptée, longtemps entraînée d'année en année. Et ça fait partie déjà de la prévention. Quand pour la première fois, il y a humiliation, il y a dévalorisation, il y a menace, et il y a une posture, voilà, il y a une posture qu'on peut décrypter. Et si on l'enseigne aux femmes qui vont se marier ou à celles qui vont se mettre en couple, elles vont automatiquement identifier ces signes extérieurs et se mettre un petit peu, mettre la parole à la place des mots, parce que tant qu'il y a de la parole, il n'y a pas d'acte. Et ça, on ne le sait pas. Les signes physiques, Hélène, on peut les rappeler, ces signes physiques. Vous avez voilà, oui. votre... Voilà, vous avez les lèvres qui se crispent après les humiliations verbales, après la dévalorisation. Les menaces crispent les lèvres et les poings. Le regard est tréci par l'abaissement des paupières et furieux et le menton est relevé en forme de défi. Donc, un apprentissage est nécessaire au décryptage de ces signes révélateurs d'une excitation interne. Alors, la partenaire, bien sûr, peut tenter de faire baisser la tension par des mots. Faire un essai. Qu'est-ce qui se passe? Je ne comprends pas ton attitude. Il me semble que tu es en colère. Voudrais-tu t'asseoir et me dire ce que tu as à me dire? Elle parle. Parce que cette absence de mots, et remarquez, dans toute agression, cette absence de mots va favoriser le passage à l'acte. Il n'y a pas de mots, il y a une espèce de passivité, donc une acceptation de la part. L'agresseur, lui, il lit, il a une lecture de la victime qui va faire qu'il va agir tout de suite ou qu'il va hésiter à agir. Donc il faut parler et en même temps la peur. Dans toute interaction un peu agressive, il faut négocier, il faut mettre des mots à la place des actes. Et ça sauve quelquefois. Ensuite, quand on se rend compte que on ne peut pas ne pas répondre, parce qu'il faut quand même répondre, mais répondre de façon agressive, il ne faut pas le faire. Il faut dire son désaccord, parce que souvent les agresseurs, vous savez ce qu'ils disent, et les violeurs avec, elle n'a pas dit non. Même quand un homme viole une petite fille de 5 ans, ses premiers mots quand il est arrêté est de dire « elle n'a pas dit non ». Donc il faut fermement, calmement dire son désaccord à cette situation. Alors quand l'échec de la communication débouche sur le passage à l'acte. Ça arrive aussi, je veux dire, quand la personne est rentrée dans une espèce de colère furieuse et qu'il n'y a pas moyen de juguler cette colère, l'essai de temporisation, bien sûr, n'a pas fonctionné. Il faut se mettre à l'abri. Et ça, les femmes ne le font pas. Il faut se mettre à l'abri. Alors, certaines par fierté se disent, c'est pas moi, je ne vais pas courir, je ne vais pas crier. Il faut se mettre à l'abri. Il faut sortir de la maison, se soustraire à la volonté de domination,
Mais revenir avec une personne de confiance, ce que j'appelle une personne ressource qui saura désamorcer le conflit. Quand le conjoint est apaisé, il faudra s'asseoir face à face pour en parler. C'est indispensable. Mais communiquer, vous savez, Véronique, n'est pas chose aisée. Et le doigt accusateur pointé en direction de l'autre est peu supporté. Mieux communiquer, c'est dire ce que l'on ressent soi. Énoncer dans le calme le refus d'être maltraité. Proposer des discussions régulières établissant le bilan de ce qui va et de ce qui serait possible d'améliorer. Surtout, proposer une consultation chez un conseiller conjugal. Quand les agressions physiques et verbales portent atteinte à l'intégrité, le certificat médical et la plainte doivent être des moyens de protection adaptés. La plainte, j'insiste, ce n'est pas moi seul qui insiste sur ces plaintes. Le judiciaire le répète, mieux que la main courante est le début d'une démarche libératrice. Elle s'oriente vers une rupture ou une conciliation. Mais le certificat médical agité en guise de menace, dès que la grogne commence, produit l'effet contraire. Sachant qu'aucune plainte n'a été enregistrée, le passage à l'acte sera suivi d'une demande de pardon convaincante et d'une lune de miel jusqu'à la prochaine fois. Alors, bien sûr, la croyance en une perte de contrôle 2 fois accidentelle, l'absolution accordée, le besoin de croire à la bonne foi de l'être aimé diffère ou abolit la prise de décision de mettre fin à ce cycle de violence qui déroute par ses différentes séquences. Cette stratégie de manipulation perverse consolide l'emprise qui se referme tel un piège sur la victime. Savoir repérer les différentes phases du mécanisme, c'est comprendre le manège et empêcher sa mise en place. Les fractions physiques et mentales pensées par l'agresseur pour le perfectionnement et l'acquisition de qualités relèvent d'une abjection, puisque tout être humain pour lequel on a de la considération doit être laissé à son libre arbitre. La prévention des violences, passer la phase de l'amour aveugle, fascination d'une durée de 3 mois, l'amour aveugle dure 3 mois, où le discernement est faussé, tient à l'observation d'attitudes respectueuses envers ce corps de femme susceptible de donner la vie. Ne pas utiliser de faux fuyants, en se persuadant que l'on arrivera à contenir les débordements ou les addictions une fois en couple. Ne pas se leurrer sur le sens de l'acceptation dans son rapport à l'autre, mais se dire que peut-être la peur de la solitude, le manque d'estime de soi, le doute d'être aimé est une affaire de soi à soi. Certaines femmes se forment à une technique de combat ou de self-défense qui amoindrit la peur, donne plus d'assurance, sachant une riposte possible. Organiser une résistance, ne pas se laisser malmener, est le commencement d'une mise de conscience, mais dont l'aboutissement est le renoncement à l'illusion. Et j'insiste, dont l'aboutissement est le renoncement à l'illusion. L'éducation est le pilier principal qui, au sein des familles, doit gérer les interactions avec les autres de l'enfant dont les premiers modèles sont les parents. L'excuse des traumas infantiles, des carences affectives et éducatives ne justifie pas les dommages causés, voire les mutilations à des personnes dont le mobile du vivre ensemble était l'amour. C'était l'amour. Un mot nouveau définit les meurtres et assassinats
de femmes dans un contexte de violence conjugale, mais pas seulement. Le féminicide va au-delà de la cohabitation, de la vie à deux. Quand la rupture prive de pouvoir l'homme violent, furieux de lui voir échapper l'être qu'il croyait sous emprise de sa perversion ou sous emprise de la mort, de la peur. Souvent la menace, je vous tuerai tous, tes parents et tes enfants, n'est pas mise à exécution pour la parentèle, mais la surveillance dont elle fait l'objet en permanence laisse craindre le pire et augmente l'angoisse de la femme qui se sent coupable d'avoir exposé sa famille à de telles situations. Quelques cas démontrent que le danger s'avère réel. Par exemple, ici en Guadeloupe, un père meurt d'une rafale d'armes à feu lors de la réception de son anniversaire. La fête battait son plein. Son ex-gendre était persuadé qu'il avait conseillé à sa fille d'introduire une demande en divorce. Cet autre, après une course-poursuite en voiture, tue la mère, le père et son ex-compagne le jour en pleine rue. Je rappelle qu'en guise d'ouverture des Grenelles contre les violences conjugales, le Premier ministre affirme que le déni, l'indifférence, l'incurie, le machisme séculaire, le processus d'emprise sexiste profondément ancré dans la société ont permis que ces faits perdurent. Mais il suggère, ce Premier ministre, en guise de prévention, il suggère que une mise à l'abri rapide des femmes en danger. 71% des femmes cohabitent encore avec le conjoint, surtout en Guadeloupe, en créant 1000 places d'hébergement. Un accueil irréprochable des victimes dans les gendarmeries et les commissariats. Je me souviens que le président de la République a fait l'expérience d'un échange téléphonique entre un centre et un policier dans son refus d'accompagner une victime au domicile, d'où l'urgence d'une formation adaptée. L'innommable est arrivé à une plaignante dans un commissariat quand le policier a demandé à son mari d'y venir, mettant face à face une victime et son agresseur. Quel était son projet? Son rôle devait se cantonner à enregistrer la plainte. Vraiment? Et non à envenimer les choses. En vain, il a été suggéré, en vain, que des policières systématiquement se chargent de la réception des femmes, au moins elles prendraient les dépôts de plainte. Il a aussi suggéré la possibilité de dépôt de plainte à l'hôpital. On n'en est pas encore là en Guadeloupe. Le traitement rapide des dossiers dans les tribunaux, ceci n'excédant pas 15 jours. La nomination de procureurs référents en matière de violence conjugale dans chaque tribunal. Projet. L'élargissement du recours au bracelet électronique anti-rapprochement. Ici, les délais, effectivement, favorisent un passage à l'acte. Pour l'heure, la violation de la mesure ne fait l'objet d'aucune sanction contre l'agresseur, surtout ici. Une nouvelle législation pour réformer l'autorité parentale, 80% des victimes ont au moins un enfant, la suspension d'office de cette autorité parentale en cas d'homicide volontaire sans qu'il soit besoin d'une décision du juge. Alors, la décision de juguler ce fléau des féminicides ne saurait se limiter à des mesures législatives de protection et de sanctions. Il faudrait identifier les problèmes et les traiter durablement. Ce que nous commençons à faire ici en instituant une recherche concernant ce phénomène. Le poids des traditions a érigé des représentations de l'être femme et de l'être homme. L'éducation dont est responsable les mères encore aujourd'hui
suivi de la division du travail, ont forgé des destins différents, partagés entre la soumission et la domination. La famille, l'école, le monde du travail, la religion, de grands chantiers à ouvrir pour une construction d'égalité dans tous les domaines, pour tous les humains, est un défi actuel, difficile, certes, mais faisable. En particulier en Inde. En Inde, on a appris aux filles de se défendre des viols à l'aide de la pratique des arts martiaux. La Guadeloupe, elle peut permettre aux filles de repérer le cycle de la violence en même temps que l'intégration du respect de soi, donc du respect de l'autre envers soi. Les garçons ne doivent pas être un reste. La déconstruction d'un monde, la déconstruction de ce monde où l'affirmation de soi passe par la violence est nécessaire. Le vivre ensemble en toute sérénité doit avoir ses règles acceptées et transmises par les modèles du monde des adultes. Alors Hélène, vous nous avez donné là énormément d'informations. J'espère que chacun a pu effectivement puiser et prendre celle qui l'intéresse le plus. Alors moi, ce que je retiens, il y en a beaucoup, je retiens déjà qu'il faut être très très attentif effectivement à la personne, voilà, au conjoint, à la personne que l'on a choisie, être attentif à son comportement. Il y a des signes avant-coureurs que l'on peut repérer. Par exemple, quelqu'un qui a déjà des addictions au moment où on fréquente, alcool, consommation de drogue ou autre, ne va pas changer après le mariage. Et ça, ce sont déjà des petites alertes. Quelqu'un qui contrôle aussi d'emblée la façon de s'habiller, la façon de, voilà, et qui peut contrôler systématiquement, là aussi, ça doit interpeller. Vous l'avez dit aussi, à partir des insultes, déjà, quelqu'un qui insulte ou qui menace, il faut s'en inquiéter, forcément ça risque de basculer. Est-ce qu'on peut le dire aussi, Hélène, est-ce que par votre expérience, vous avez déjà eu des agresseurs, quelqu'un qui a tapé sa conjointe une fois, est-ce qu'on est quasiment sûr qu'il va recommencer ou est-ce que, voilà, on peut peut-être espérer que ça puisse s'arranger d'une manière ou d'une autre? À partir du moment où un conflit va venir cristalliser une posture déjà en place, hein. Je veux dire, quand on est non-violent, quelles que soient les conditions dans lesquelles on se trouve, hein, on ne passe pas à l'acte. Il y a une possibilité de se déprendre de cette situation, de partir soi-même, de s'en aller, de refuser ce passage à l'acte. Quand on passe à l'acte, c'est parce qu'on ne peut plus se contrôler. Il n'y a plus de maîtrise de soi pour des raisons multiples. On ne peut pas effectivement se dire que le passé n'a pas de poids dans la vie adulte. Les adultes sont des enfants qui ont grandi. Et quelquefois, quand on n'a pas évacué un certain nombre de problèmes, eh bien, on les reproduit. On est dans le phénomène de reproduction des problèmes. Et il est à remarquer que les enfants élevés dans des familles à un mécanisme de réaction violente vont effectivement choisir la violence comme mode de conflit, comme mode de résolution des conflits. Cette dynamique de violence, elle est acceptée. Ils ne peuvent pas faire autrement. Ils n'ont pas d'outils pour dépasser, sauf si à un moment donné de leur vie, ils rencontrent un partenaire ou une partenaire conscient de cet état de fait, cette partenaire ou ce partenaire, premièrement, va se mettre dans une situation d'évitement et deuxièmement, très vite, va proposer par la dissuasion, par la négociation, eh ben, une consultation psy ou une consultation séjour conseiller conjugal, non pas en accusant l'autre, hein, mais en lui faisant comprendre que pour lui-même, ce serait mieux. Parce que le remords exprimé après le passage à l'acte, si on en croit les agresseurs, c'est un remords qui, quelquefois, est sincère.
parce qu'il n'a pas pu retenir, juguler son comportement qu'il réprouve une fois que ce coup de folie, comme disent certains, ce coup de folie passé, ils ont envie de se faire pardonner. Mais attention, si rien n'est fait, il y a recommencement du Est-ce phénomène. qu'on peut parler d'amour? Est-ce que quelqu'un qui insulte ou qui tape une fois, est-ce qu'on peut, là encore, parler d'amour? Parce que certaines femmes y croient. Ben, chacun, à sa manière, vit l'amour différemment. On a chacun une considération de l'amour. Et oui, les gens, par exemple, quand on parle de jalousie, les femmes acceptent la violence par jalousie parce que ça les conforte dans le désir que cet homme porte vers leur corps. Et puis, quand vous avez le modèle de votre mère, et puis aussi tout ce que j'ai décrit comme une espèce d'incapacité à avancer seul dans la vie, quand ça s'ajoute, et bien sûr, on accepte et puis on a du mal après, des difficultés à sortir de ce cycle de violence maintenant qui est connu. Tout le monde connaît ce cycle de violence puisqu'on l'enseigne même à l'école élémentaire. On va retenir en tout cas quelque chose qui me semble important. Vous disiez qu'il fallait absolument privilégier le dialogue, être capable de regarder son agresseur dans les yeux pour bien décrypter les signes, essayer de dialoguer, fuir aussi, s'enfermer dans une autre pièce, en tout cas se mettre à l'abri, ne pas chercher à rivaliser. Et comme vous le disiez aussi, c'est toujours intéressant effectivement d'être formé à la self-défense pour pouvoir se défendre le cas échéant. En tous les cas, l'important étant d'essayer de faire baisser la pression. Alors, comment se reconstruire, Hélène? Parce qu'on pourrait parler très longuement. C'est vrai que vous avez une expérience qui est tellement riche qu'il y aurait tellement à dire. Mais je rappelle aussi aux participants qu'elles peuvent envoyer des questions par chat, le cas échéant, et qu'on se réservera peut-être 5 minutes pour les questions à la fin. Comment se reconstruire? Et est-ce que, voilà, parce qu'il faut qu'on donne de l'espoir. Je pense que la vie n'est pas finie parce qu'on a vécu une expérience traumatisante, heureusement. Mais comment, effectivement, après une telle expérience, un tel échec, comment rebondir et repartir? Alors, la séparation apparaît comme une double perte. Ouais. D'abord parce que le partenaire était une autre partie de soi. Il partageait les rêves, les espoirs, une histoire commune. Ensuite, parce que le couple formé, cette famille qu'on voulait tant maintenir, eh ben, tout ça s'est effondré, créant une inquiétude, la crainte du vide. Alors, souvent, un travail psychique est nécessaire, mais il est difficile, car rompre, c'est accepter la mort des parties de soi qu'on croyait éternelles, c'est supporter l'inconfort et la tension d'une situation de l'entre-deux, le doute. C'est faire un bilan, c'est revivre les émois oubliés. Traumatisme pouvant faire écho à un autre traumatisme. La reconstruction passe par des étapes. Véritable travail de deuil sans lequel rien, mais rien n'est possible. Durant des jours, malgré la déception, l'espoir d'une reprise du dialogue occulte l'évidence. On est là dans le déni. Le déni. Les émotions sont contenues par des mécanismes de défense au but protecteur et au silence succède la colère. Première confrontation à l'absence, colère envers soi, obligé d'assumer l'échec, la culpabilité et quelquefois on se retrouve en train de réhabiliter le partenaire. Puis s'installe la tristesse et son lot de perturbations, perturbation du sommeil, perturbation de la nourriture, perte de plaisir et disparition de la libido. La douleur morale a un retentissement dans le corps et l'apparition de troubles somatoformes augmente l'angoisse. La solitude accroît le désarroi. La traversée de 3 deuils, celui du passé, celui du présent et celui du futur, avec l'abandon des projets communs, aboutit à la question du sens. Qui suis-je? Qu'est-ce que je veux pour moi?
s'instaure une redéfinition à ce moment-là, à l'autre et à soi-même. Se donner le temps de vivre sa souffrance est indispensable, car il est une des conditions de l'harmonie à trouver. La réalisation de la nouvelle vie passe par l'établissement de projets accessibles, parce que souvent, on bute un peu à la tristesse, on va courir après des chimères, ce qui va encore augmenter ce désarroi, puisqu'on ne peut pas atteindre le but qu'on s'est fixé. Il faut aussi une mise en place d'un modèle de loisirs différent du précédent. Vous avez bien compris qu'il faut se mettre à distance de ce qui existait avant. L'accordage à des relations sociales en mettant de côté les amis du couple. Tendre vers un épanouissement personnel, révélateur des possibilités inexplorées, mais surtout, Véronique, accepter que les enfants aiment leur père sans en prendre ombrage, en essayant de baliser les désagréments du partage, doit égal pour chacun. Et c'est vrai qu'un parent blessé, lui qui n'a pas choisi de rompre, eh ben, il va alimenter une certaine rancune qui va être transmise à l'enfant, à son corps défendant. Et là, ce sont des dégâts sur tout le monde, en fait. Hein. Ça bousille les enfants, effectivement, et ça n'arrange rien. Énorme. Alors, réapprendre à vivre seul après de nombreuses années est une expérience dont la réussite dépend du temps de rencontre avec soi. Avant de s'engager dans une histoire avec un autre partenaire qui flatte, certes, le narcissisme, mais ferait courir le risque d'une frustration, déception dans une trop grande attente de réparation. Prendre le temps de reconstruire son estime de soi, une pensée pour Isabelle Guest. Absolument. Les hommes violents ne doivent pas être les oubliés de cette reconstruction. De plus en plus, ils viennent, hors injonction de soins décidée par le juge d'application des peines, demander une aide psychologique afin d'instaurer un vivre ensemble paisible et des relations amoureuses harmonieuses. Eh bien, merci Hélène Mijrel pour toutes ces informations. Effectivement, important effectivement de développer cet aspect reconstruction parce que c'est l'après. Je reviens quand même sur un point, vous le disiez à quel point il est important, en tout cas quand il y a violence conjugale, de porter plainte et de maintenir sa plainte. Hein, c'est une première étape dans une procédure. 95% des femmes ne vont pas jusqu'au bout de leur procédure, ou plus précisément, ne demandent pas réparation. Or, l'évaluation du préjudice, c'est ce que nous expliquait Yannick Martin, le médecin judiciaire, l'évaluation du préjudice et ensuite l'indemnisation contribue aussi à la réparation. Donc, important effectivement de soigner les blessures, mais important aussi qu'il y ait la reconnaissance de ce traumatisme et qu'il y ait indemnisation. Et indemnisation qui est intéressante à la fois pour les victimes, pour se reconstruire, mais importante aussi pour l'agresseur qui, quand il se retrouve, va devoir payer des sommes importantes pour un forfait. En général, la prochaine compagne risque d'être épargnée pour ne pas effectivement se retrouver dans une situation financière catastrophique. Donc, alors, je dis souvent que la violence conjugale, bien sûr, il y a des traits invariants, c'est-à-dire des traits généraux qu'on retrouve dans toutes les violences conjugales, mais c'est surtout et aussi une histoire singulière entre un homme et une femme. Il faut savoir que chez une femme, à la première menace ou alors au premier coup physique, porte plainte et qu'il y a là un arrêt décidé par le judiciaire, ça peut arrêter immanquablement l'agresseur. Il suffit que, voilà, la loi qui intervient, parce que la loi intervient comme un juge, mais aussi comme un père interdicteur de comportements non admis. Et ça, les femmes ne le savent pas assez. C'est à la première
manifestation de violence qu'il faut effectivement faire sortir la chose, ne pas la garder. En parler autour de soi, ne pas avoir honte, il n'y a pas de honte. On peut se tromper, on peut effectivement être sous emprise. Et quand on est sous emprise, il est extrêmement difficile d'accepter que on ne puisse pas faire ce qu'on veut. Et pourtant, on est assujetti à telle enseigne que certaines femmes qui ont réussi à opérer un sauve-qui-peut, à s'en aller des lieux de souffrance, reviennent. Et ça, c'est un phénomène incompréhensible pour certaines personnes, mais quand on connaît le mécanisme du phénomène d'emprise de ces manipulations perverses, on comprend mieux que ces femmes, à la limite, si elles n'ont pas une aide extérieure valable, n'ont pas le choix. Elles n'ont pas le choix. Il y a une question de Corinne, une question qui n'est pas facile. On parle donc de confinement, déconfinement. Comment gérer la reconstruction, c'est vrai, dans le contexte actuel? Le reconfinement, de toute façon, va peut-être améliorer le sort de ces femmes qui se sont tues pendant des années et qui, par le truchement de signalement de l'entourage, ont vu effectivement une amélioration ou du comportement du conjoint, ou alors ont pris la force, ont puisé la force d'aller porter plainte et de faire une démarche. Le déconfinement pourrait favoriser la liberté. Le déconfinement peut effectivement dénouer une situation vécue dans le confinement où l'approche d'une situation qui était acceptable aux yeux de la femme et inacceptable aux yeux de l'environnement va agir comme un déclic. Finalement, ce confinement, ça a été très propice à la réflexion et à l'introspection. Oui, finalement, oui, pour certains, pour d'autres, ça n'a pas changé parce que j'entends souvent autour du fil des femmes qui se plaignent effectivement de violences conjugales perpétuées, mais elles veulent juste être entendues et elles ne sont pas prêtes à entendre la démarche à mettre en route pour sortir de là. Donc, elles veulent être entendues parce qu'elles ont besoin d'être écoutées, elles ont besoin de dire, ça les soulage un peu. Mais pour un temps seulement. Il nous faudrait être attentifs. Être attentifs et les travailleurs sociaux peuvent détecter certains indices chez des femmes qui viennent demander une aide, qui n'osent pas dire ce que subissent les enfants. Ces travailleurs sociaux qui interviennent auprès des enfants peuvent déceler des signes d'agression, les médecins physiques, voilà, des coups. Les PMI pourraient être effectivement des lieux où la prévention aurait pu s'installer. Je ne dis pas qu'elle ne le fait pas, mais il faut une formation à tous ces intervenants, une formation idoine, parce que ce n'est pas inné. Les gens peut-être ont une formation médicale, une formation d'assistante sociale, mais ils ne sont pas formés à détecter les silences, à détecter la tête baissée, à détecter le regard fuyant, à détecter effectivement une avancée de la parole et puis un repli de cette parole. Ça aussi, c'est difficile à voir. Et il faudra ouvrir des chantiers, bien sûr, mais il faudra mettre en route des formations pour tous les intervenants sociaux, médicaux et surtout permettre à la population tout entière de dépasser cette omerta en disant « mêlez-vous de ceux qui ne vous regardent pas ». Il vaut mieux se tromper, faire un signalement et se tromper plutôt que de laisser quelqu'un dans une situation de souffrance innommable. Une question, Hélène d'Isabelle. Existe-t-il une structure ou une organisation mise en place pour la prise en charge globale au moment de la plainte? Là, ce sont plutôt les associations à ce moment-là qui peuvent accompagner cette démarche. Il y a unité médico-judiciaire
qui est au centre hospitalier de Pointe-à-Pitre, où une personne violentée n'est pas obligée d'aller d'abord à la gendarmerie. Vous savez, ici, les commissariats ne font que les mains courantes. Ce sont les gendarmes qui recueillent les plaintes. Cette personne peut aller directement à l'unité médico-judiciaire où elle sera prise en charge totalement. Il y a un médecin, voilà. Il y a un médecin, une plainte sera déposée, la personne sera accompagnée, on peut lui trouver un hébergement d'urgence. Vraiment, il y a là un système centralisateur qui est vraiment le bienvenu. Ce système centralisateur existe depuis 2 ou 3 ans seulement, mais c'est vraiment le bienvenu. Mais possibilité aussi d'écrire au procureur directement. C'est ce que nous conseillait justement le médecin judiciaire qu'on a reçu lundi, qu'on a reçu lors de la première conférence. Véronique, l'écriture n'est pas un geste ordinaire. Bien sûr. Même quand les gens sont des lettrés, eh bien, rédiger une lettre n'est pas de leur ressort. Et puis, dénoncer le comportement des fonctionnaires, c'est être en but à une crainte de retour de bâton. On est dans un petit pays où tout se sait, où tout se véhicule, où effectivement les gens craignent toujours de s'entendre dire « Ah, tu es allé dire que le gendarme n'a pas pris ta plainte, ou ce jour-là c'était tel gendarme ». Et bien voilà, il y a toujours cette crainte. Donc, écrire au procureur, c'est vraiment déjà s'adresser à quelqu'un qui peut faire une lettre, une assistante sociale, une psychologue, un médecin. Voilà. En tout cas, c'est aussi une possibilité. Il y a le rôle de l'avocat aussi, et c'est vrai qu'il y avait une information intéressante qui nous était donnée, à savoir le fait de souscrire une assurance accident de la vie. Dès qu'on commence finalement à avoir une vie professionnelle, penser à avoir ce type d'assurance, juste pour que le jour où on a besoin d'un avocat et qu'on n'a pas forcément les ressources financières, on puisse bénéficier là finalement de cette aide juridique, on va dire en premier, préfinancée. Mais une aide aurait pu être mise à la disposition des plus démunis, des socialement défavorisés, et leur payer cette assurance. Pourquoi pas? Ça peut faire partie d'un soutien d'aide aux victimes. Parce que, Véronique, nous oublions trop souvent quand nous parlons de la Guadeloupe le taux de personnes touchant le RSA. Le taux de chômage, 58%, 58% des jeunes Guadeloupéens sont au chômage. Je ne sais pas quel pays aurait pu contenir cette chose. Et nous contenons tant bien que mal ce taux de chômage qui est un facteur aussi aggravant à la violence parce que dit violence, dit aussi alcoolisation, dit aussi chômage, dit aussi dépréciation de soi, dit aussi démembrement de l'autre parce qu'on a envie que l'autre disparaisse ou on a envie de prendre la place de l'autre, on ne peut pas, donc automatiquement on va faire du mal à l'autre et rentrer dans un processus de destruction. Donc oui, gérer, s'occuper, prendre en charge, prévenir les violences intrafamiliales, dont les violences conjugales, c'est aussi s'embarquer dans la gestion des violences tout court, mais on ne peut plus rester en surface. Il faut aller dans les méandres des causes de cette violence et même s'il n'y a pas de réussite à 100% à traiter la misère, le chômage, l'alcoolisme, les addictions, on peut au moins essayer et faire des propositions à des institutions susceptibles de s'occuper de ces choses. Ça ne doit pas reposer sur les seules associations dont vous savez, les enveloppes sont de plus en plus ratiocinées. Elles diminuent. Certaines associations sont en train de couler parce qu'elles n'ont pas les finances nécessaires à leur action. Ça aussi, il faut le savoir. Donc, parler, faire des propositions et mettre en place ces propositions et dans un large spectre, prendre en considération la gestion des violences aux Antilles, c'est une chose.
Sacré boulot que vous faites depuis des années, Hélène, hein. Je rappelle que vous avez créé la Soulagerie, qui est un espace d'accueil pour que les personnes qui justement ont des souffrances puissent venir en parler spontanément, sans rendez-vous. Et franchement, je vous tire mon chapeau parce que c'est juste extraordinaire ce concept de Soulagerie que vous avez créé. On va peut-être prendre une dernière question, peut-être si quelqu'un veut nous envoyer une question. Existe-t-il, oui, c'est Isabelle qui nous demande, existe-t-il des sensibilisations dans les écoles, collèges et lycées? C'est vrai que l'éducation, Oui, quelque chose de primordial. D'ailleurs, absolument. Génération Égalité travaille beaucoup sur ces questions d'éducation entre les Oui, garçons et les filles, parce que oui, avant tout ça, pour l'avenir, Hélène, c'est là que ça se passe. absolument. Mais j'ai fait pendant des années une sensibilisation dans les écoles en commençant, tenez-vous bien, par les classes préparatoires. Des petits, mais c'est surtout un projet à la demande, bien sûr, non seulement du chef d'établissement, mais aussi à la demande des infirmières scolaires, à la demande des conseillers d'éducation. Ça prend du temps, c'est un projet et c'est possible. Je suis intervenue dans les collèges et dans les écoles avec des acteurs tels que le professeur Jonqui, par exemple, sur la sexualité, le respect du corps, avec des assistantes sociales. Je nomme le professeur Jonqui parce qu'il fait un travail considérable aussi Professeur en auprès gynécologie, de la population. Oui, il fait un travail considérable. Je demande pardon à ceux que je n'ai pas le temps de nommer, mais ils sont nombreux. Donc, il faudrait renforcer le système et intervenir dans les écoles pour sensibiliser les enfants au respect de soi et au respect de l'autre. Alors, je voudrais dire 2 mots sur la soulagerie. ce seront les mots La de fin, Hélène, soulagerie, car malheureusement, voilà, bien notre sûr, conférence se bien termine. sûr. La soulagerie est un concept unique. Oui. Et à la soulagerie, j'entends des choses que je n'aurais jamais entendues dans une consultation ordinaire parce que le concept repose sur une seule consultation, une unique consultation. Et là, ça génère un lâcher-prise de tous ces problèmes en une fois. Le temps n'a pas de prise sur cette consultation. Ça peut aller jusqu'à 3 heures, 3 heures et demie, mais la personne vient avec un fardeau et doit repartir sans ce fardeau. En tout cas, c'est un concept Libérer la parole. formidable qui mériterait d'être décliné partout. Bientôt, ils sont obligés de faire des conférences en ligne aussi, en tout cas une soulagerie en ligne, parce que les personnes qui nous suivent aujourd'hui peuvent avoir envie de continuer à échanger avec vous. Hélène, on aura l'occasion de se revoir parce que nous-mêmes, nous avons un gros projet dans le cadre du forum Génération Égalité, qui est un forum mondial, qui a été reporté en 2021. Et il s'agit justement de participer, de créer des événements susceptibles d'œuvrer, de faire avancer cette idée d'égalité entre les garçons et les filles, entre les jeunes hommes et les jeunes filles, et entre les hommes et les femmes, tout simplement, parce que c'est là que tout se joue. Voilà, donc il y a votre adresse qui s'est inscrite. Merci beaucoup, Fabrice David, qui est votre attaché de presse, qui nous a bien aidé à monter Formidable, exceptionnel. Merci à toutes les participantes et aux participants. Demain, nous avons une autre visioconférence sur la reconstruction. On va prolonger justement ce que vous avez dit. Là, ce sera la reconstruction personnelle et professionnelle parce que très souvent, les femmes qui sont maltraitées, malheureusement aussi, ont des difficultés dans leur emploi parce que justement, elles sont fragilisées. Donc demain, ce sera le thème de notre visioconférence. Merci à tous d'avoir participé à ce Women Resist Talk. Hélène, le bonjour à tout le monde en Guadeloupe. Je n'ai pas cru. Et à bientôt. Merci encore. Au revoir à tous. Merci Véronique. À bientôt. À bientôt.